merci à toutes et à tous d'avoir choisi notre conférence, notre petite table ronde, notre petit échange. Vous n'allez pas être déçus. Je ne dis pas qu'ils vont être déçus ailleurs, mais je dis qu'ici, vous n'allez pas être déçus. C'est pas mal, hein, voilà. Donc, merci à tous de nous rejoindre. Bonjour David. Bonjour. J'espère que la pause fut plaisante. Moi, j'ai eu le temps de grignoter un peu dans mon coin, c'était pas mal. Et que surtout, vous avez pu retrouver les gens que vous connaissiez et peut-être rencontrer ceux que vous rêviez de croiser. C'est surtout ça, hein, le principe du réseautage. Donc, je sais que c'est l'heure de la digestion, que vous êtes dans le noir, que les fauteuils sont confortables. On va essayer avec David de vous garder éveillé avec une présentation qui va être dynamique et passionnante. C'est ça qui va faire que pas jamais vous allez faire une sieste. Moi, j'ai fait la mienne avant. Pour info, quelqu'un m'a dit, a relevé qu'il trouvait la clim un peu forte tout à l'heure, ce qui est un peu dommage pour une journée un peu axée sur l'écologie. Donc, on a arrêté la clim pour l'instant. Donc, peut-être qu'il va faire trop chaud. Vous avez chaud ou froid? Alors, attendez, mettez la lumière dans la salle. Par lever de main. Qui a trop chaud? Maintenant, qui a trop froid? Ah bah ça change, hein, voilà. Bon, alors écoutez, à la régie, vous faites ce que vous voulez. J'avais plutôt 5 ou 6, 7 trop chaud, 1 ou 2, 3 trop froid. Donc on reste à peu près sur ça. Voilà, on est pas mal. Donc éventuellement, vu qu'on a coupé la clim, peut-être que dans 1 heure, quand ils se seront bien échauffés, on met un tout petit peu de clim pour la fin de journée. Voilà, on essaye de faire comme ça. Hein, on va faire l'adaptation, hein, c'est un savant mélange. Donc on fait au mieux. Alors nous, on va lancer notre chrono. Voilà. Toc. Et on enlève le son. Donc, avec David, voilà, David, je vais tenter d'abord de te présenter en quelques mots. Donc, tu es basé à Paris, où tu es urbaniste au sein de l'agence de stratégie et de programmation urbaine Urbanova. Au sein d'Urbanova, tu accompagnes depuis plus de 15 ans, une quinzaine d'années. Ah, 10, ok, 10. Les collectivités, les aménageurs, les bailleurs sociaux et les acteurs privés dans leur stratégie de développement urbain et immobilier. Tu es également enseignant à l'école urbaine de Sciences Po Paris et co-rédacteur en chef de la revue Métropolitique. Tu as publié en 2025 aux éditions Apogée un essai qui a fait grand bruit dans le milieu. Faire la ville sans les promoteurs immobiliers. Alors je le fais pour lui, comme Michel et Laurent l'ont fait. Ce sera à la séance dédicace pour ceux qui veulent, vers 15h30 en face de la salle. Dans ton livre, tu cites, alors on va commencer par là, dans ton livre, tu cites Marie Kondo. Alors Marie Kondo, je pense que c'est un nom que vous connaissez, la reine du rangement, hein, la reine du rangement par le vide, qui depuis plusieurs années nous martèle qu'il est plus facile de se passer de quelque chose qu'on utilise depuis peu. Sauf que cette phrase, David, il a choisi de l'appliquer à la promotion immobilière. Un secteur finalement assez récent, hein, dans sa forme, enfin, qui est né dans sa forme moderne il y a seulement à peu près 80 ans. Et donc, on pourrait peut-être se passer plus facilement qu'on ne croit. Aujourd'hui, il faut savoir que les promoteurs immobiliers représentent en France 30% à peu près de la construction des logements, mais ils souffrent depuis plusieurs années d'un manque de clients solvables. Et tu écris dans ton livre, plutôt que de réparer un secteur cycliquement en crise, tu proposes de réfléchir à son démantèlement pour le remplacer par une nouvelle organisation de la fabrique de la ville, plus soutenable, socialement et écologiquement. Alors déjà, avant qu'on se lance là-dedans, est-ce que tu peux nous expliquer ou nous réexpliquer ce qu'est un promoteur immobilier et quelle est leur situation aujourd'hui? Sont-ils vraiment en crise? Oui. Ok. Qu'est-ce que c'est? Tu reviens et après tu reviens. Alors, j'ai pas écrit ce livre parce que un promoteur m'a roulé sur le pied avec sa Porsche, je vous rassure. J'ai beaucoup travaillé avec les promoteurs immobiliers, c'est des professionnels que je respecte et que je connais bien. J'ai écrit ce livre effectivement parce que la promotion immobilière elle est en crise et en crise forte depuis 2022. Qu'est-ce qui se passe depuis 2022? Vous le savez très bien, les taux ont augmenté, la solvabilité des ménages a baissé et les promoteurs qui avant arrivaient à vendre leur logement n'arrivent plus à les vendre, en tout cas plus comme avant. C'est un secteur qui connaît une grande crise, en gros il fait moins 50% de chiffre d'affaires en 3 ans. On aurait pris n'importe quel autre secteur, l'automobile, l'aéronautique, si ça fait moins 50% de chiffre d'affaires en 3 ans, ça sonne des alarmes à tous les ministères et à tous les niveaux. Côté promotion immobilière, la réponse, elle n'a pas tout à fait été à cette hauteur. Néanmoins, dans le débat, moi que j'observais donc depuis 2022,
La question, c'était surtout comment est-ce qu'on va réussir à relancer la machine de production? Comment sauver les promoteurs immobiliers? Et moi, je me suis permis un petit remplacement dans la question. J'ai changé un adverbe. J'ai, à la place de comment sauver les promoteurs immobiliers, je me suis posé la question de pourquoi sauver les promoteurs immobiliers. Parce que finalement, le système qui a eu une grande envolée, c'est-à-dire qu'il y a eu beaucoup plus d'opérations de promotion immobilière entre 2000 et 2022, ça a été une période assez faste depuis la crise précédente, c'est un moment où les prix de l'immobilier, ils ont fait x2,3. Les prix du foncier, j'y reviendrai, ils ont fait x3. Les loyers et l'inflation a fait x1,5, donc 50% de croissance. Et donc, je me suis un peu questionné, attendez, l'objet quand même de la promotion, c'est de construire du logement. Construire du logement, c'est pour qu'il soit accessible aux gens qui puissent l'acheter et qu'on sorte enfin de cette crise du logement, qu'on ne pourrait même plus appeler crise, tellement elle dure depuis longtemps. Et je me suis dit, quand même, ces chiffres, ils doivent nous amener à nous interroger. C'est-à-dire que si le secteur qui a pris le plus de pouvoir dans les 20 dernières années, en tout cas a accompagné un mouvement dans lequel les prix de l'immobilier ont autant augmenté, jusqu'à un moment où les gens ne pouvaient plus l'acheter, et malgré des taux très bas, encore aujourd'hui, c'est que devait y avoir quelque chose à chercher. Donc j'ai commencé mon enquête, et le titre du livre, c'était le titre de travail. C'était vraiment une hypothèse que je me suis posée. Alors, qu'est-ce que fait un promoteur immobilier? Un promoteur immobilier, il achète un terrain, il construit des logements, il vend des logements. En France, c'est un peu particulier. Il vend des logements, il construit des logements. Il vend des logements, il achète un terrain, il construit des logements. Dans l'autre sens. Comment est-ce qu'il fait pour travailler? Il a besoin d'une matière première, c'est le foncier. Alors moi, j'ai travaillé avec beaucoup de promoteurs. Des fois, on se retrouvait à être, même dans du diffus, à 25, 30. Alors j'ai travaillé dans des secteurs très tendus, hein, mais à 25, 30, à essayer de gagner la consultation. Et moi, je les accompagnais à gagner les consultations. Donc on se retrouve, c'est-à-dire que 29 fois sur 30, vous perdez, statistiquement. Alors il y en a qui perdent plus souvent que d'autres, mais globalement c'est ça. Alors comment est-ce que le promoteur il fait pour gagner? Alors je dis ça plutôt pour les non-promoteurs dans la salle, parce que les promoteurs connaissent ça mieux et peut-être mieux que moi. Il utilise un système qu'on appelle le compte à rebours. Il compte à l'envers. Il va se dire, alors on va prendre un exemple, on va prendre une très jolie ville comme La Baule. Voilà, mamie est décédée l'année dernière, les 3 enfants, ils n'ont pas du tout envie de récupérer la maison, il y a quand même un joli terrain derrière, et ils ont plutôt envie de la vendre. Les promoteurs qui ont des bons réseaux et qui savent par les notaires, par les banques, et puis juste Google Maps, c'est beaucoup de terrain, que ce genre de choses arrive, viennent toquer à la porte des 3 héritiers. Et ils se disent, sur ce terrain, combien je vais pouvoir construire? Je regarde le PLU. Le PLU, il me donne le maximum. La réalité, c'est qu'on construit souvent moins que le maximum du PLU. Mais je me dis, voilà, sur ce terrain, je vais pouvoir faire, je ne sais pas, 20, 30 logements, on va dire 1000 mètres carrés de surface. Et à quel prix je vais le vendre? Alors là, le promoteur va aller voir son directeur commercial, lui dit, ici, tu le sens comment? Comment est-ce qu'on va acheter? Le directeur commercial, il fonctionne comme tout agent immobilier, enfin avec la même référence, qui est de regarder les prix à côté. Donc il regarde les transactions qui sont à côté. Puis il se dit, moi là on fait quand même un truc avec un chouette architecte, le site il est vraiment bien, on va être dans toutes les normes, les gens ils ne payent pas de droits de mutation, donc je vais me placer à 5% au-dessus du marché de l'ancien. Je prends des chiffres qui peuvent varier. Après, donc ça c'est son chiffre d'affaires, c'est le nombre de mètres carrés fois le prix au mètre carré, c'est son chiffre d'affaires. Il en déduit en compte à rebours tous les coûts. Les coûts, ça va être les coûts de construction, ça va être les taxes, ça va être les frais financiers, ça va être sa marge. Et même sur sa marge, d'ailleurs, il ne peut pas tellement la baisser parce qu'il est obligé d'obtenir la garantie financière d'achèvement de la banque qui lui impose même une certaine marge. Et il reste à la fin la charge foncière. Sur tout ce qui sont les coûts intermédiaires, il y a des promoteurs plus ou moins bons, plus ou moins avec des directions achats plus ou moins performantes. Mais globalement, c'est un peu les mêmes coûts si on a les mêmes attentes sur le bâtiment. La densité, c'est une discussion avec le maire. Et donc, tout ce qui est soustrait, globalement, il y a un peu des standards de l'industrie, et il reste derrière la charge foncière. La personne qui va pouvoir construire, dans le diffus, c'est la personne qui va offrir le meilleur prix. Parce que ces héritiers, là, de la mamie, peut-être qu'ils n'habitent même plus là, ils ont juste envie d'avoir le meilleur prix, les gens suivent leur intérêt.
Donc en fait, la promotion immobilière, elle a un effet hyper important de hausse, un peu sur la hausse des prix de l'immobilier, les 5%, parce qu'elle va toujours se placer au maximum sur la quote-part libre de sa production, mais elle a un effet encore plus important sur le foncier. Et donc ce qu'on voit quand je vous dis que les prix de l'immobilier France entière font plus de 130% et les prix du foncier font plus de 300%, c'est parce que le propriétaire foncier, il est en situation de monopole local. Et donc, il va réussir à mettre en concurrence des promoteurs pour l'obtenir. Et cette mécanique, elle est hyper importante. C'est une mécanique qui explique que de 2000 à 2022, les Français, ils ont perdu 25 mètres carrés de pouvoir d'achat immobilier. Alors que les taux étaient à un niveau qu'on n'a jamais connu, qu'on ne reconnaîtra jamais. Et les durées d'emprunt, en plus, ont augmenté. Ça explique que la part des ressources affectées au logement est passée de 20% à 30%. Ça explique aussi que dans les années 80, même avec des taux à 10, 12, etc., les gens ils payaient 6 à 7 années de revenus pour acheter leur logement. Aujourd'hui, ils payent 11 à 12. Donc on a une sorte de spirale inflationniste qui a été rendue possible par l'allongement des crédits, la réduction des taux pendant un temps. Et en 2022, qu'est-ce qui se passe? On a les suites du Covid sur la production et l'inflation qu'elle génère, la guerre en Ukraine, la Banque centrale, enfin toutes les banques centrales qui disent « Oh là, il va falloir refroidir la machine, il y a trop d'inflation, on augmente les taux ». Et c'est là qu'on arrive à un moment, en fait, où les gens ne sont plus capables d'acheter au prix auquel on leur vendait avant. Mais le problème, c'est que les 3 héritiers de la mamie, eux, il y a quelqu'un qui est venu les voir qui leur a dit « Moi, je mets 1,7 million sur ton terrain ». Et ça, je pense que les développeurs fonciers le connaissent bien. Une fois qu'une personne a un chiffre en tête, c'est un peu difficile de lui faire redescendre ce chiffre. C'est prouvé dans la science économique, ça s'appelle l'effet cliquet des prix du foncier. C'est-à-dire qu'ils augmentent plus vite qu'ils ne descendent. Ça prend du temps jusqu'à ce qu'ils descendent. Et donc on arrive là à une situation de crise dont on n'a pas trop trouvé pour l'instant la solution et qui fait qu'aujourd'hui, tout simplement, en gros, le marché qui est adressé par les promoteurs immobiliers a réduit de moitié. Parce que, moi j'ai vu des opérations, avant on adressait le 6e décile, donc les gens qui sont juste au-dessus de la moyenne des revenus, maintenant on adresse le 8e décile. Quand vous passez du 6e au 8e, vous perdez 2 déciles sur 4, vous perdez la moitié de votre clientèle. Quand vous perdez la moitié de leur clientèle, vous perdez la moitié de votre chiffre d'affaires. Et donc c'est dans cette situation de blocage qu'on est, et c'est dans celle-ci que c'est là-dessus que je me suis questionné dans le livre. Tu as parlé de PLU, donc de puissance publique. Est-ce que tu pourrais nous expliquer, parce que des liens puissants existent entre les promoteurs immobiliers et la puissance publique, est-ce que tu pourrais nous expliquer à quand ou à quoi remonte cette dépendance? Alors dans mon livre, je fais toute l'histoire de la promotion immobilière. Alors, chers promoteurs, vous avez cette année 176 ans. Non, 175 ans, pardon. Vous êtes né en 1851, vous étiez tout petit à l'époque, je me souviens. Au moment du crédit foncier et avec les travaux de Haussmann. Ça, c'est le premier lien, en fait. Là, c'était un lien très urbanistique, c'est-à-dire que Haussmann a créé des équipements publics, des traversées, il a permis l'expropriation, il a revendu à des conglomérats d'entreprises du BTP qui ont été un peu les premiers de la promotion immobilière. Ça a fonctionné jusqu'en 1890 à peu près, moment où, en fait, on a eu un problème assez similaire de l'actuel, c'est qu'à Paris, il n'y avait plus assez de bourgeois pour le logement bourgeois. Je parle de Paris parce que la promotion immobilière était surtout à Paris, un peu à Lyon. Donc en fait, il n'y avait plus assez de personnes solvables pour les biens qui sortaient. Il y avait toujours du besoin, hein, mais plus du besoin solvable qu'ils arrivaient à adresser. Donc la promotion immobilière, elle disparaît pendant tout l'entre-deux-guerres. Il n'y a pas une opération de promotion immobilière de toute l'entre-deux-guerres. On construit plus dans l'entre-deux-guerres que dans la période précédente. On construit des choses pas toujours de bonne qualité, hein, mais on construit plus en nombre. Donc dans l'après-guerre, il y a une vraie politique qui est celle de la reconstruction de la France et qui est celle... Après la Seconde Guerre mondiale? Après la Deuxième Guerre mondiale, oui. Qui est celle de la reconstruction de la France et qui est celle de faire de la France un pays de propriétaires. C'est une vraie volonté politique qui s'explique dans un contexte particulier. Il faut vous mettre à l'époque, premier parti de France, c'est le Parti communiste. Donc on a envie qu'il y ait plus de propriétaires qui tiennent un peu au droit de propriété. C'est quelque chose qui a fonctionné. On est passé de 20% de propriétaires à 58% de propriétaires aujourd'hui. Ça n'a pas arrêté de croître. Il y a juste eu un petit décrochage en 2023 pour la première fois depuis l'après-guerre, du nombre de propriétaires en France, du pourcentage de propriétaires en France. Donc l'État, il a souhaité cette politique. Comment est-ce qu'il fait? Dans l'après-guerre, c'est des aides à la pierre. Il va financer
les opérations, il va financer au mètre carré, en fait, des euros au mètre carré. À partir de 1977, il y a une grande réforme qui est la transformation des aides à la pierre. Donc l'aide à la pierre, c'est on paye des gens pour construire et on passe à une logique d'aide à la personne. Donc ça, c'est les APL, où on va dire aux gens, on préfère que le locataire soit capable de payer plus cher pour que l'investisseur soit capable d'acheter plus cher, pour que le constructeur ou le promoteur soit capable de livrer ses opérations. Ça, c'est une grande bascule de la politique du logement. Et dans les années 80, vient une autre bascule, c'est-à-dire qu'on ne va pas juste aider le locataire, on va commencer à se dire, en fait, l'investisseur, aujourd'hui, parce qu'il peut placer son épargne à différents endroits, il peut choisir d'acheter des actions, des obligations, ou alors il peut choisir l'immobilier. Mais la rentabilité qu'on lui servait déjà à l'époque semblait insuffisante, donc on crée des dispositifs fiscaux qui servent à rendre la rentabilité de l'investissement immobilier suffisant pour attirer l'épargne. Donc ce lien-là, il existe un peu consubstantiellement à la promotion immobilière. Elle a du mal à exister au-delà d'une toute petite partie solvable s'il n'y a pas des mécanismes de solvabilisation de la demande. Mais le lien fiscal, il est dans les deux sens. En fait, un terrain agricole en France, ça vaut 60 centimes. Le foncier à Paris, c'est plus cher, hein, c'est 5 000 euros. Le mètre carré, bien sûr. Le mètre carré. Si vous passez, et en fait, dès que vous viabilisez un terrain, il vaut 30 euros, voilà, à l'échelle nationale, ces chiffres-là. Donc en fait, entre 60 centimes et 5 000, il y a beaucoup d'argent. On peut faire beaucoup de choses là-dedans. Et l'État s'en est bien rendu compte. Donc il y a un certain nombre de taxes qui sont faites à différents moments. Il y a des droits de mutation aujourd'hui. C'est quand même 7,5% du capital. On n'a aucun impôt sur le capital, c'est-à-dire pas sur le flux de revenus, mais sur vraiment le capital qui est aussi important. Les gens payent 7,5% parce qu'en fait, c'est moins $1 parce qu'on se dit que c'est sur la plus-value. Donc ils payent 7,5%. Enfin, on se dit qu'ils ont fait une plus-value et que ça couvre les droits de mutation. Mais donc l'État s'est branché à différents moments. L'État a aussi décidé que la SNCF devait se désendetter en vendant cher son foncier. Il crée une agence immobilière de l'État qui est censée financer l'État par la vente du foncier de l'État. Premier propriétaire foncier en France, l'État. Donc en fait, le lien, il est dans les deux sens, c'est-à-dire qu'il soutient la production et en même temps, il en capte une partie. Et aujourd'hui, on arrive dans une situation où les DMTO, donc les droits de mutation, donc les frais de notaire, ces frais de notaire-là, ils ont, comme les transactions ont chuté, il y a beaucoup moins de transactions. Aujourd'hui, les gens n'arrivent plus à acheter, ont du mal à se loger, et les départements qui sont financés par ces frais de notaire n'arrivent plus à payer le RSA. Donc on a des sortes de flux financiers qui sont un peu dysfonctionnels, mais qui expliquent effectivement qu'il y a un lien très fort. Ce qui me permet de dire une autre chose. Dans le livre, en fait, le promoteur, c'est un acteur économique qui suit son intérêt économique. Mais il évolue dans un cadre qui a été construit, et qui n'a pas forcément été construit par lui d'ailleurs, qui a plutôt été construit par les politiques locales et surtout la politique nationale. Et finalement, le reproche que je fais dans le livre, c'est surtout, on pourra sûrement en reparler, c'est que finalement l'État n'a pas été assez clairvoyant et il a soutenu une filière qui avait un rôle inflationniste important, alors qu'il a d'autres moyens de faire pour permettre de limiter la hausse des prix de l'immobilier, voire de les stabiliser, voire de les baisser. Justement, en fait, c'est qu'à l'origine, est-ce que tu parles de niche fiscale? Ces niches fiscales, elles étaient quand même prévues pour répondre aux besoins de logement locatif des ménages modestes. Et ce n'est pas du tout ce qui s'est passé. En tout cas, ça s'est transformé. En quoi ce système de défiscalisation, qui était censé répondre à ce besoin-là, a finalement fait l'affaire des Français les plus aisés qui sont en train aujourd'hui de pister les différentes lois pour justement investir dans l'immobilier? Mais ça, c'est par construction. Alors, comment ça marche? Il y a eu différents dispositifs fiscaux. Ceux qui ont mieux marché, c'était le Célier et le Pinel. Certains rêveraient que ça reviendra, mais ça ne reviendra pas, c'est sûr. En fait, les dispositifs fiscaux font que si vous avez un investissement locatif qui vous rapporte 2-3%, voilà, ça ne vous suffit pas, en gros, pour rembourser les traites de crédit et faire en sorte que ce soit l'argent du loyer, en tout cas, qui vous permette d'acquérir doucement un patrimoine. Donc, ce que fait l'État, c'est qu'il va permettre aux gens de déduire de leur impôt sur le revenu une partie de leur revenu, et du coup, il augmente la rentabilité de cet investissement immobilier. Forcément que ça s'adresse au premier, au 9e et au 10e décile, donc les gens les plus aisés. C'est normal, c'est eux qui payent l'impôt sur le revenu, c'est eux qui ont de l'épargne à placer. On ne peut pas faire d'outil de défiscalisation qui sert à des gens qui n'ont ni épargne ni impôt.
Donc ça, c'est un peu par construction. Et la Cour des comptes le montre, hein, les bénéficiaires sont très majoritairement dans le 10e décile, dans les gens qui sont démarchés par les conseillers en gestion de patrimoine pour faire les différents dispositifs. Donc ça crée plusieurs problèmes. Le premier, c'est qu'on solvabilise une demande, c'est-à-dire que la demande investisseur, elle va permettre d'acheter des logements plus chers parce qu'elle a été un peu artificiellement solvabilisée. On a dit que les promoteurs, c'est Patrick Verguette, ancien ministre du Logement, qui disait qu'il va falloir que c'est une drogue dure pour les promoteurs parce qu'ils ont été habitués à cette demande très solvable, hyper pratique parce qu'un investisseur, il peut se projeter plusieurs années en avance. Donc vous pouvez commercialiser tôt, vous pouvez atteindre vos 50% de pré-commercialisation grâce aux investisseurs. Aujourd'hui, vous n'y arrivez plus. Du coup, vous allez chercher des bailleurs, vous vendez en bloc pour obtenir les 50% dont vous avez besoin dans la construction du système. Et donc, ces investisseurs, donc, ils ont ce côté qui vont faire augmenter les prix, mais ils vont faire augmenter les prix de l'immobilier pour tout le monde, et surtout, ils vont faire augmenter les prix du foncier pour tout le monde, y compris pour, par exemple, des bailleurs sociaux ou des OFS, enfin des gens qui ont d'autres modalités de production, finalement se trouvent à se battre sur un marché qui est un peu inégal et qui a fait beaucoup augmenter les prix du foncier. Et après, il y a d'autres éléments. L'autre jour, alors je suis beaucoup intervenu dans le monde du logement social, et les gens me disaient non, mais nous, les bailleurs sociaux, on connaît nos clients, on construit pour eux parce qu'on gère ensuite pendant 60 ans le bien. Et je leur disais, alors, vous avez plein de qualités, hein, les bailleurs sociaux, mais les promoteurs, ils connaissent bien leurs clients. Mais quand vous vendez 60% de votre production en investissement locatif, comme ça a été le cas en 2014-2015, dans ces années-là, au niveau national, ben votre client, ce n'est pas le propriétaire accédant. Votre client, c'est l'investisseur locatif. Et les deux, ils n'ont pas la même demande. Il y en a un qui veut de la valeur d'usage pour son logement, et l'autre, il veut une valeur d'actif pour son logement. Et la valeur d'actif, vous l'augmentez par exemple en faisant des surfaces plus petites, parce que le loyer va être plus élevé à la surface par rapport au prix d'acquisition, vous avez des rentabilités plus fortes en faisant plus de petites surfaces. Donc vous allez adapter votre produit à votre demande de client, mais qui est celle d'un client avec des besoins un peu particuliers, qui cherche d'abord un actif financier avant de chercher un logement. Enfin, qui cherche un actif financier et pas un logement même. Donc, tu l'as expliqué effectivement, donc ça a eu un effet, ce mécanisme d'incitation fiscale sur la qualité et la taille des logements qui ont été construits par les promoteurs immobiliers, plus petits, moins qualitatifs. Et tu as expliqué aussi que la promotion immobilière, finalement, il y avait cette idée qu'elle faisait baisser le prix du logement par l'augmentation de l'offre, mais ce n'est pas vraiment le cas, c'est ça, hein, ce n'est pas l'impact véritable des promoteurs immobiliers sur le prix des logements, c'est plutôt l'inverse. Alors il y a un terme qui est beaucoup utilisé dans la politique du logement, qui s'appelle le choc de l'offre. Le mirage du choc de l'offre, c'est ça. Oui, moi je dis le mirage du choc de l'offre, mais la plupart des gens disent juste le choc de l'offre. En fait, le choc de l'offre, c'est vraiment... enfin, on attribue cette citation à Einstein, mais je crois que ce n'est pas vrai. C'est dire la folie, c'est de vouloir faire toujours la même chose en espérant qu'on ait des résultats différents. Le choc de l'offre, c'est un truc qui n'a jamais fonctionné. Ça fait quand même 30 ans que les politiques sont là pour créer suffisamment d'offres pour qu'à un moment les prix baissent, et ça n'a pas fonctionné. Et la réponse en ceux qui disent comment sauver plutôt que pourquoi sauver, c'est ben, ça n'a pas marché parce qu'on n'a pas fait assez. C'est-à-dire cette clé, elle ne marche pas, mais c'est parce que je n'ai pas essayé assez souvent sur cette porte. Pourquoi ça ne marche pas? En fait, avec ce mécanisme de compte à rebours, la personne qui va pouvoir construire est celle qui paye le meilleur prix pour le terrain. Donc, c'est celle qui vend les logements le plus cher. Et ça crée un effet de référence sur l'ancien, parce que dès que vous avez un agent immobilier, vous voulez mettre votre bien ancien, il va regarder qu'est-ce qu'il y a autour, c'est ça les prix, le prix au mètre carré, c'est ça, je vais vendre comme ça. Ça crée cet effet de référence-là. Dans les zones Pinel, les prix ont augmenté 10% plus vite que dans les zones non Pinel. Alors, c'est aussi les zones où il y avait le plus de tension. Il y a une corrélation. Dans les endroits où on construit le plus, les prix augmentent le plus. Et en fait, la logique, quelque part, qui est un peu fallacieuse de la défiscalisation, c'est qu'on dit à des investisseurs, parce qu'on veut créer un choc d'offres qui sera tellement important qu'on va pouvoir après réduire les prix de l'immobilier, on vous demande d'investir dans quelque chose qui va perdre de la valeur. En fait, on demande de le construire. Et les investisseurs, ils comprennent bien, et du coup, ils continuent à le faire, que ça ne va pas être le cas. Eux, ils ont compris que cette porte, elle ne s'ouvrait pas avec cette clé. Et donc, finalement, en fait, si on produit plus de logements plus chers que les logements existants dans l'ancien, ben, les logements vont devenir plus chers.
Il peut y avoir un choc de l'offre, mais c'est un choc de l'offre qui soit moins cher que le marché. Si les logements ne sont pas moins chers que le marché va continuer à être haussier. Et donc, il faut vraiment casser cette logique-là du choc de l'offre. Même des travaux d'économétrie très libérales diraient que, en théorie, moi je n'y crois pas dans la pratique parce que chaque marché de l'habitat est très local. Il y en a d'ailleurs qui sont haussiers, d'autres qui sont baissiers. Mais même en théorie économique, si on augmente la production de 1% par rapport au stock, donc si on double en gros la production neuve, on réduit les prix de 0,6%. L'élasticité prix de l'offre, elle est très faible, parce qu'on va toujours se placer au maximum acceptable. Dans ton livre, il y a une phrase qui m'a marquée, qui était que donc l'industrie de la promotion immobilière participe de la hausse des prix de l'immobilier, autant qu'elle en profite, tu l'as expliqué, au moins jusqu'à l'atteinte d'un point de rupture aujourd'hui atteint. Est-ce que tu peux nous parler de ce point de rupture, justement? C'est la crise dans laquelle on est. C'est-à-dire que, moi j'ai appelé, en fait, les promoteurs sont acteurs et victimes de la crise. Entendez-moi bien, quand je dis acteurs, en fait, c'est que le système, il est construit de cette manière-là. C'est-à-dire que si vous voulez gagner le terrain, il va falloir donner le meilleur prix pour le terrain. Je veux dire, vous pouvez vous dire, moi, en fait, j'aime bien que les gens puissent se loger dans plus grand pour moins cher. Ça va rester du papier sur une étagère. Ça ne va pas devenir un projet immobilier. Donc, quelque part, ils n'en ont pas tellement le choix. Mais en tout cas, ils ont cette mécanique-là qui fait que pendant de 2000 à 2022, c'était un métier qui marchait bien. Je veux dire, si jamais votre directeur commercial, il était un peu trop chaud, il s'est dit non, vraiment, là j'y crois et tout, ça va bouger, il met un prix trop élevé. Qu'est-ce qu'on faisait? On faisait patienter un peu l'opération. On attend 1, 2 ans. Et les prix de l'immobilier, ils ont rattrapé le prix qu'on avait mis nous dans notre bilan initial. C'est pour ça d'ailleurs qu'en France, on tolère que des opérations de construction prennent aussi longtemps. C'est que dans un marché haussier, ce n'est pas un problème que les opérations prennent longtemps. Surtout quand le financement n'est pas cher. Dans un marché baissier, c'est autre chose. Là, vous avez fait votre estimation, vous voulez que très vite, la chose sorte, parce que sinon, le prix va encore plus baisser. Donc pendant toute une période, les prix ont continué à augmenter jusqu'à atteindre aujourd'hui un niveau qui est inacceptable pour les Français. Il faut se rendre compte, en fait, le marché libre, la concurrence, qu'est-ce qu'elle nous promet? Elle nous promet qu'on ait des biens de consommation pour moins cher, à qualité constante. Vous avez sur les biens de consommation, les voitures, les téléphones, à qualité constante, ça devient moins cher. Alors des fois, on rajoute des qualités en plus dont on n'a pas besoin pour les rendre plus chères. On fait les plus grosses voitures, mais à qualité constante, ça devient moins cher. Le logement, c'est le seul bien qui devient plus cher à qualité constante. Alors oui, les normes environnementales ont changé, mais moi je parle de surface, localisation, conception. Et c'est normal, parce qu'en fait, ça ne pouvait jamais être un bien de marché, parce que le propriétaire foncier est en situation de monopole. Et quand je dis ça, je m'inscris dans l'économie libérale, ce n'est pas un crypto-marxiste. C'est, en fait, Adam Smith, il disait, il n'y a pas de raison que le foncier soit détenu par des mains privées, parce que personne ne doit s'enrichir en dormant. Ce qui est d'ailleurs, l'enrichissement sans raison est d'ailleurs un crime, ou au moins un délit en France. Et Ricardo disait la même chose. Friedrich Hayek, qui est un économiste qui détestait tout ce qui ressemblait de près ou proche à la régulation publique, disait que le foncier, la taxe foncière est la plus juste des taxes. Gorbatchev, vous voyez Gorbatchev, c'est celui qui a fait la perestroïka, donc qui a libéralisé l'Union soviétique, qui a réintroduit le marché. Il a reçu une lettre d'économistes, de 20 économistes, dont 4 prix Nobel américains, qui lui ont dit faites le marché libre, faites la concurrence, les gens ils vont avoir les biens dont ils souhaitent à des prix meilleurs, vous allez créer de la croissance. Mais par pitié, ne vendez pas les sols. Et ça me rassure beaucoup parce que le ministre Jeanbrun n'a pas écouté mon livre, mais Gorbatchev, il n'a pas écouté 4 prix Nobel. La transition écologique, elle est au cœur de nos échanges aujourd'hui, à la Boule. Est-ce que tu penses que la promotion immobilière telle qu'elle fonctionne aujourd'hui est à la hauteur de ces enjeux environnementaux? Alors, déjà, il faut dire quand même que sur la qualité de la construction, ce qu'on construit aujourd'hui, ça n'a rien à voir avec ce qu'on construit avant. Enfin, on se donne beaucoup d'ambition aujourd'hui dans cette salle, mais il y a quand même une évolution des normes constructives qui est considérable en France et on n'a pas à en rougir. Donc sur cet aspect-là, disons sur vraiment les normes, le E+C- et toutes les normes qui sont venues derrière dans la même logique, il y a eu beaucoup de progrès de fait. Mais si on prend le champ un peu plus largement, en fait, alors moi je suis urbaniste,
Ce qui a été facile à construire a été construit. Le terrain agricole qui passe de 60 centimes à 1000 € le foncier, en fait, il a été construit. Il a été construit par le marché, parce que le marché va d'abord là où il y a la meilleure opportunité. C'est ce qui le rend aussi efficace. Aujourd'hui, en fait, il faut se poser la question, c'est quoi notre gisement? Notre gisement foncier, c'est de la densification, c'est de la surélévation, c'est de la rénovation et c'est le traitement de friches, parfois polluées, parfois très compliquées. Et là, alors, pour ne pas accabler trop les promoteurs, en fait, personne ne sait vraiment comment faire. Enfin, c'est vraiment très compliqué. Il va falloir comprendre comment est-ce qu'on passe d'un marché où on a un différentiel de 0 à 1000 au mètre carré, comme je viens de vous dire, à quelque chose où on va être à 600 à 1000, ou des fois, en fait, ça coûte 2000 et ça sort à 1000. Donc, en fait, là, on a des vrais problèmes. La Caisse des dépôts y travaille, plein d'autres y travaillent. Mais c'est vrai que la promotion immobilière n'est pas particulièrement bien armée par rapport au nouveau gisement. Elle va avoir des difficultés, elle a une mue à opérer pour pouvoir traiter ça. Après, elle est pleine de compétences. Je veux dire, toutes les personnes chez les promoteurs immobiliers sont des personnes qui sont compétentes. Elles sont compétentes, elles sont mises au service d'un modèle qui ne fonctionne pas, ou plus, mais plutôt pas. Mais elles ont toutes les compétences en fait pour traiter ces nouveaux enjeux-là. Et pour moi, c'est ça le gros enjeu de transition aujourd'hui. Alors, on va parler des solutions, justement. Je vais inverser par rapport à ce qu'on a parlé, parce que tu as évoqué un peu les logements vacants. On va déjà commencer par les logements vacants. Dans ton livre, tu évoques la problématique. En France, on en recense environ 3 millions. On ajoute à ça 3 700 000 de résidences secondaires. Et la Fondation pour le logement des défavorisés estime le nombre de mal logés aujourd'hui à 4 200 000. Est-ce que tu penses que ce vivier de logements vides serait une solution alternative? Tu as parlé de plusieurs solutions dont on va reparler après, mais de rénovation, de surélévation, etc. Est-ce que la récupération de ces logements vacants serait une solution alternative à la promotion immobilière pour répondre à ce besoin de logement ou pas? Et si oui, comment? En fait, il y a une étude qui était intéressante de l'IDEAL, Institut des hautes études en action pour le logement, qui allait regarder les différents PC à Marseille. Donc, Marseille, c'est une ville où on construit beaucoup. Si on prend juste le flux positif de nouvelles résidences principales, vous avez un tiers qui est de la construction neuve. Dans ce tiers, vous avez un tiers de promotion, un tiers bailleurs sociaux, un tiers constructeurs de maisons individuelles, en gros. Mais vous avez 2 tiers du flux qui sont des résidences secondaires qui deviennent principales, de la vacance qui deviennent résidence principale, ou des divisions de logements, ou des mutations, genre local commercial. Il faut savoir que le stock, enfin la production neuve représente toujours moins que 1% du stock. Donc dès que vous avez une opération sur le stock, ça peut vite faire des chiffres importants. Le problème, c'est que ces flux-là, ces 2 tiers de flux positifs, je vous ai dit, ils s'inversent. C'est-à-dire que vous avez autant de résidences principales qui deviennent secondaires que de résidences secondaires qui deviennent principales. Et Non, sur la vacance, notamment, inversé, oui. sur la vacance, notamment, sortir des biens de la vacance, c'est souvent compliqué. Ils sont parfois bien placés, hein. On peut être étonné sur les lieux où il y a de la vacance. Mais empêcher que les biens tombent en vacances, ça pourrait être une politique publique plus forte. Le problème, c'est que les ministres du logement, ce qu'ils adorent, c'est annoncer des chiffres. Et alors là, effectivement, il y a des outils qui marchent plus ou moins. C'est-à-dire que quand on veut dire l'année prochaine, on fait 400 000 logements, ça marche, politiquement, ça tient. Si en plus, on peut faire un outil de défiscalisation, qui est quand même un truc qui marche très bien, hein, vous faites un bon outil, l'année prochaine, vous avez 50 000, 60 000 en plus. Et qui en plus, vous êtes les ministres du logement, ça dure à peu près 1 an. Donc vous faites le dispositif Jeanbrun, pour le citer. C'est génial parce que vous touchez le bénéfice politique, mais qui va payer? Les 12 ministres du logement d'après qui ne vont pas toucher la fiscalité. Un Pinel, ça coûtait 50 000 € par logement à l'État. Un PLAI, ça coûte 38 000 €. Donc un logement social, ça coûte 38 000 € par logement à l'État. C'est-à-dire que l'État a préféré payer plus cher la solvabilisation des investisseurs pour créer du logement qui, pendant 12 ans, va rester un peu en dessous du marché, mais après, généralement, est revendu au marché libre, que de soutenir du logement social qui, lui, pour le coup, donne des loyers moins chers et qui, au bout d'un moment, autofinance une partie des nouvelles opérations. Parce que quand elle est rentabilisée, vous allez pouvoir choisir l'argent en tant que bailleur social si vous faites la rénovation ou la construction neuve. Alors en ce moment, c'est compliqué parce qu'il faut beaucoup rénover et en plus, on leur prend de l'argent. Mais du coup, il y a quand même cette question de la politique du logement en France est feignante. Elle est feignante intellectuellement, elle est feignante au niveau national et elle est feignante au niveau local. On a beaucoup d'outils.
Au niveau local, on a des PLU, on peut faire beaucoup de choses. On peut faire baisser beaucoup de prix du foncier avec un PLU bien foutu. On a beaucoup de filières, on a du logement social, on a du BRS, on a du logement libre, on a de l'accession sociale, on a du logement coopératif. On a beaucoup de filières qui existent déjà et qu'on peut développer encore plus et qui, pour le coup, pour certaines, permettent de produire durablement un logement qui va être accessible. Donc, ça, c'est les solutions justement dont tu parles. Est-ce que tu as d'autres solutions que celle-ci à proposer? Puisqu'on a, on a inversé les questions. Est-ce que tu veux parler d'autres solutions ou est-ce que tu veux qu'on aille plutôt sur cette dernière question que je voulais te poser? Va sur la dernière question. Je vais sur la dernière question. Avant de vous donner la parole, parce que j'espère qu'il y aura des questions, la toute dernière question, c'est simple. Hein. Le titre de ton livre, il est délibérément radical, faire la vie sans les promoteurs immobiliers. Pour autant, est-ce que tu penses que la solution ultime, pour s'en sortir, dans la fabrique d'une ville durable, est véritablement d'enterrer les promoteurs? Alors, plusieurs choses. Moi, je crois à l'entreprise libre. Je n'ai pas de problème avec ça. Ce qui me pose problème, c'est qu'on donne de l'argent public à des gens qui n'offrent pas en face un actif public durable. Si on met de l'argent public, il faut que derrière, on résolve le problème qu'on souhaite, c'est-à-dire avoir des logements durablement accessibles. Le problème, c'est que l'État a toujours réfléchi en manière court-termiste. Sans défisc, la promotion immobilière n'aurait jamais atteint les niveaux qu'elle a aujourd'hui. Sans défisc, au mieux, elle a les niveaux qu'elle avait en 2022. Pardon. Sans défisc, au mieux, votre chiffre d'affaires global, c'est celui d'aujourd'hui. En fait, il peut rester de la promotion immobilière. Dans des marchés très tendus, ici par exemple, je veux dire, on a des prix de l'immobilier qui permettent encore de faire des choses. Mais elle doit fonctionner sans subvention publique, donc sans défiscalisation, sans subvention publique. C'est ça, en fait, la règle qui est derrière. Le libre, il doit faire du libre de manière entièrement libre. Et puis, la promotion immobilière, elle n'a pas attendu mon livre pour être en crise. C'est-à-dire que cette crise, elle existe à cause de ce problème des prix. Et aujourd'hui, l'État, en fait, n'a plus la capacité à remettre la même machine. Quand vous avez les prix de l'immobilier qui ont fait plus de 130% et que les prix des loyers, ils ont fait plus de 50%. Imaginez, vous avez une action, une entreprise. Sa valeur en bourse a pris plus de 130%, mais ses dividendes ont pris plus de 50%. C'est bizarre. C'est pas si bizarre, ça s'appelle de la spéculation sur les revenus futurs. C'est la seule raison que cette action ait pris de 230%, c'est parce qu'il y a des gens qui pensent qu'elle va prendre 250, 270, 300. Et c'est cette mécanique de spéculation qui se retrouve dans les prix. Et finalement, pour terminer, s'il y a un grand paradoxe, je vous ai dit, le premier paradoxe, c'est que si on construit plus de trucs chers, ça ne va pas devenir moins cher. Le deuxième, c'est qu'en France, en fait, on fait suivre deux objectifs au logement. Le premier, le plus évident, loger les gens. Le deuxième, créer un patrimoine. Si vous voulez créer un patrimoine pour que les gens soient à l'aise au moment de leur retraite et que leur prix de l'immobilier ait permis de constituer un patrimoine, y compris les classes moyennes, ce qui a bien marché dans les 30 Glorieuses, encore une fois, vous êtes obligé que le prix augmente. Si vous voulez que les gens puissent se loger à côté de leur travail, que les gens puissent arriver en ville pour en avoir les opportunités, que les gens puissent déménager facilement quand ils divorcent et quand ils perdent la moitié de leurs revenus, mais qu'il faut quand même avoir gardé son enfant, il faut des logements qui ne sont pas chers. Et en fait, on ne peut pas à la fois avoir des logements pas chers et des logements chers. C'est ce double objectif, en fait, qui parfois nous fait perdre de vue ce qui, selon moi, les gens ont le droit de s'enrichir, qu'ils achètent des actions, qu'ils ouvrent un PEA, qu'ils créent des entreprises, qu'ils mettent leur argent dans l'économie productive. Mais en fait, en France, on est les champions du capital immobilier, on met notre argent dans l'immobilier au lieu de le mettre dans le productif. Et à côté de ça, ça fait que les gens qui n'ont pas ce capital, qui n'ont pas déjà bénéficié de la manne immobilière, n'arrivent plus à se loger. Et sincèrement, dans vos opérations, les primo-accédants, il n'y en a quasiment plus. Il n'y a plus que des gens qui avaient déjà un logement qui peuvent accéder, ou alors vous vendez en bloc, ou alors en investisseur. Alors que la vraie fonction, celle qui devrait être votre fonction, ou devrait être la fonction des promoteurs immobiliers, c'est d'abord le primo-accédant. Mais cette spirale est arrivée à un point où, pour moi, effectivement, on arrive à un mur et qu'il va falloir vraiment repenser le système pour en sortir. Merci David pour vraiment cette recension de ton bouquin. Merci, je pense qu'on peut l'applaudir, s'il vous plaît. Merci.
Alors cette fois-ci, on ne s'est pas fait manger par le temps. Je veux bien qu'on éclaire un tout petit peu la salle. Et puis, la place aux questions, cette fois-ci, lâchez-vous. Ah bah bizarrement, tu vois, là, il y en a. Alors, des micros. Est-ce que, Delphine, tu veux que je t'en donne un ou tu en as pris un? Alors, hop, hop, hop. S'il y a quelqu'un d'autre dans la salle pour t'aider à prendre les micros ou pas. Voilà. La salle est grande, ça permettra d'aller plus vite à vous. Alors, je veux bien que vous vous présentiez. Vous disiez votre nom et ce que vous faites. Bonjour. Et que vous nous posiez votre question. Philippe Arnold, je suis le président de la société Taom, qui est une société coopérative d'intérêt collectif qui fait de la promotion immobilière. Alors moi, je suis très heureux d'être ici puis d'entendre David, parce qu'il y a quelques mois, 6-7 mois, en échangeant avec Delphine et puis Gilberto sur qui on pourrait inviter pour Édifice, je venais d'acheter le bouquin de David Rothman, un peu énervé, parce que moi, mon histoire, c'est 35, presque 40 ans de promotion immobilière. J'ai dit, ouais, il y a un mec, il a fait un bouquin, il veut faire disparaître les promoteurs immobiliers, faudrait l'inviter. Et donc, tout de suite, Delphine, ah, c'est une bonne idée, on va inviter David. Donc, moi, je suis très heureux, David, on se tutoie, hein, que tu sois là. Ton micro. Et j'ai lu, évidemment ton bouquin. Et d'abord, je voudrais dire que le bouquin, il est extrêmement agréable à lire. Il est bien écrit. Moi, j'ai eu beaucoup de plaisir à le lire. Il est hyper documenté. J'ai appris plein de trucs sur l'histoire de la promotion, etc. Il faut des choses qu'on ne connaît pas, hein, parce que nous, on a un métier qui est quand même assez court-termiste. Hein. Donc, moi, j'ai trouvé que le bouquin était bien. Et globalement, en fait, j'adhère à presque... pas 100%, parce que je suis plus critique sur le sujet. Le Pinel coûte 50 000 balles par logement, parce qu'il y a quand même un petit rapport de TVA, et que les gens qui achètent le Pinel n'auraient jamais acheté un logement s'il n'y avait pas eu le Pinel, et donc ils auraient mis leur argent en bourse, et donc c'est des logements qui auraient été ni vendus ni construits. Et en plus, derrière ça, il y a la filière de la construction, il y a tout ce que ça rapporte. Je me permets une petite remarque. J'aimerais qu'on prenne plusieurs questions. Ouais, et l'idée serait vraiment de poser des questions. Il n'y a pas de souci. Et donc, en fait, ce c'est pour pas poser une les questions, question, c'est juste une remarque. Donc, en fait, j'adhère quand même assez bien à tout ce que dit David. C'est aussi pour ça que j'ai créé une société coopérative. Il y a un point pour moi qui est problématique. C'est pas une question, enfin, c'est une réflexion. C'est que aujourd'hui, le logement, on a un problème de volume. On a des gens à loger. C'est pas juste il faut construire plus, moins, de la qualité, pas de la qualité. On a des gens aujourd'hui qui dorment dans la rue. On a des familles où les gens, le mari et la femme restent ensemble alors qu'ils se supportent plus, tout simplement parce qu'ils peuvent pas se séparer, ils peuvent pas trouver un logement. On a un problème de volume. En Loire-Atlantique, il y a un programme local de l'habitat qui dit qu'il faut construire 8000 logements. On en fait, je pense, à peine 1000. Comment on fait? Et je ne pense pas que ce soit en supprimant un acteur qui a tous les défauts du monde, mais qui néanmoins contribue à construire des logements, qu'on va résoudre ce problème. Et en fait, en le disant, je n'ai pas de solution, mais c'est comme si on disait demain, pour résoudre le problème de l'agriculture, on va supprimer les grandes surfaces, ou pour résoudre le problème des déficits de la santé, on va supprimer les grands laboratoires pharmaceutiques. Je pense que là, il y a un problème. Alors, c'est peut-être un problème de société, mais en tout cas, je ne crois pas que la réponse au point d'interrogation qui est de supprimer les promoteurs apporte une solution à la question du volume, de comment on arrive à loger massivement les gens qui ont besoin d'être logés. Alors, Voilà. je vous remercie, parce que je veux vraiment que tes questions soient posées pour profiter de la présence de David. Donc, on va prendre donc, cette remarque et puis 2 questions, et David répondra ensuite. Est-ce qu'on avait une autre main levée, je crois, au fond? Oui, allez-y, un peu de lumière pour qu'on puisse voir. Bonjour, Antoine Gilles, Paprika. Moi, je suis consultant sur les enjeux d'adaptation au changement climatique et le modèle économique du bâtiment. Il y a quelque chose qui me manque dans ce que vous avez dans votre raisonnement. En fait, c'est le lien au bâtiment et notamment aux espaces communs, aux espaces partagés dans le bâtiment qui permettent de loger plus de personnes en construisant moins de mètres carrés. Et la même réflexion autour notamment des mobilités qui ont un coût très important, notamment mobilité voiture pour les bâtiments, et comment on arrive à les transformer en mettant du commun là-dedans.
Merci. Merci. Alors, je ne sais pas ce que j'ai pas vu tout à l'heure sur les slides. Si on a vu, il y avait aussi des indications de ressources, voilà, les podcasts ou des articles qu'ont écrit David, où il évoque plus les solutions que dans son livre et qu'on l'a fait là. Donc, il y a plus d'éléments. N'hésitez pas à prendre une photo, à les écouter ou les lire après. Il y a celui-ci, une deuxième slide. Donc, n'hésitez pas à prendre ça. Une autre question et après, David va vous répondre. Oui, allez-y. Oui, Levez-vous, dire qui vous êtes et puis. Merci. Oui, bonjour, Alain Raguido, donc promoteur, société Galéo. Moi, j'ai une question au niveau des investisseurs. Si j'entends les coûts et les pourcentages que vous indiquez, j'ai envie de qualifier ça de méchants investisseurs. Alors, j'ai envie de reprendre votre titre en disant « faisons sans les investisseurs ». Et ma question, c'est qui porte le locatif en France? Merci. Alors, David. Donc, dans l'ordre. Merci Philippe. Je suis là grâce à toi et merci d'avoir lu le livre. Moi, je suis complètement d'accord avec le problème de volume. Il y a des gens, même dans les urbanistes, qui disent qu'il ne faut plus construire. Il y a des scénarios qui disent, en fait, c'est vrai, il y a assez de logements. On est le pays en Europe avec le plus de logements par habitant. Dans l'OCDE même, on est le pays avec le plus de logements par 1000 habitants. À savoir quel chiffre? Alors, je crois qu'on est, j'ai peur de dire une bêtise, j'ai peur de dire une bêtise, je me trompe entre ces chiffres-là, mais il y a bien 5-6 millions de logements non occupés. Okay. Mais pour autant, ça, c'est aussi, il y a des gens qui disent, mais il suffirait de relocaliser les gens dans les villes moyennes et tout ira bien. Moi, des fois, là-dessus, je suis assez libéral. C'est-à-dire, si les gens veulent habiter un endroit, il faut qu'on leur trouve des logements pour qu'ils habitent là. Et pour le coup, ce n'est pas le rôle de l'État de dire aux gens où habiter. Donc, je suis complètement d'accord sur le problème de volume. Je suis aussi conscient que ma posture, elle est là pour aller tirer le débat dans un côté et le recadrer. Ça ne veut pas dire que dans l'immédiat, on ne va pas changer du tout au tout de suite. Cela dit, sur ce problème de volume, en tout cas, ce qui pose problème, c'est le prix du foncier. Et tant qu'on est dans le compte à rebours, on va faire augmenter ce prix du foncier. Je vous donne un dernier chiffre, enfin, pour l'instant. C'est de 2000 à 2022, la richesse nationale de la France a doublé. Qu'est-ce que c'est la richesse nationale? C'est un chiffre qui est calculé par la Banque de France, qui prend tous les apports numéraires, toutes les actions, toutes les obligations, tout le foncier, tout l'immobilier. De 1970 à 2000, on avait en richesse nationale 4 à 5 années de PIB. C'est comme si vous aviez sur votre compte en banque 4 à 5 années de revenus. Voilà. On avait 4 à 5 années de PIB en France. De 2000 à 2022, on est passé à 8 à 9 années de PIB. Personne ne le sait. On a doublé la richesse de la France. Ça a été doublé comment? Ce n'est pas parce que nos entreprises sont devenues des champions de l'export et de la mondialisation. C'est intégralement expliqué par le foncier et l'immobilier. C'est-à-dire que les gens qui se sont enrichis sont ceux qui étaient déjà propriétaires ou qui sont propriétaires à ce moment-là. Et tout particulièrement du foncier. Le foncier qui, à l'échelle nationale, valait 20% du patrimoine immobilier, vaut 50% du patrimoine immobilier. Et un foncier, ça ne se produit pas en théorie économique. Ce n'est pas un bien produit. Le foncier, alors il y a un super livre d'Edgar Pisani qui s'appelle L'utopie foncière, et il dit quelque chose qui est déjà très écologiste pour l'époque, parce qu'il est de 77. Il dit « Nous sommes tous que locataires de la terre ». Le foncier n'a pas de raison d'appartenir à une personne. Donc, comment est-ce qu'on fait? Moi, je pense que, et finalement, là où j'estime que le modèle est défaillant, c'est dans l'enchère foncière. C'est surtout là. On peut critiquer sur d'autres choses, mais la vraie critique, moi, je la porte sur l'enchère foncière. Et là-dessus, le meilleur moyen, c'est quand même la maîtrise publique du foncier. Aujourd'hui, on a des outils comme le bail réel solidaire. On peut faire des baux à construction, on peut faire des baux amphithéotiques. Moi, je prends une proposition qui est celle de deux économistes libéraux qui s'appellent Étienne Vesmer et Alain Tranois, qui ont écrit un livre qui s'appelle « Le grand retour des terres dans nos richesses et pourquoi c'est une bonne nouvelle ». Le capital foncier, c'est 7 000 milliards d'euros en 2022, quand ils font leur livre. C'est-à-dire, 7 000 milliards d'euros, c'est beaucoup, hein, c'est 2 années de PIB. Donc, c'est 7 000 milliards d'euros. En fait, on peut taxer cette propriété foncière en prenant, eux, ils proposent de prendre 2% de la valeur théorique, c'est-à-dire la valeur des droits à construire, la valeur des charges foncières qu'il y a autour appliquées à ce terrain, on peut le taxer à 2%. Avec 1%, on pourrait supprimer les frais de notaire qui sont hyper injustes comme impôt, parce qu'aujourd'hui, les gens qui les payent, c'est les gens qui divorcent, les gens qui ont des enfants ou les gens qui bougent parce qu'ils doivent travailler ailleurs. Donc c'est un impôt qui est économiquement très inefficace et très injuste.
Donc 1% permettrait de supprimer cet impôt tout en gardant la ressource. Et l'autre pourcent pourrait être affecté à la maîtrise publique du foncier. Et les promoteurs, vous savez très bien travailler en opération aménagée. En opération aménagée, si on a des charges foncières fixes, vous battez sur la qualité, ça fonctionne. Je veux dire, en tout cas, si la maîtrise publique, si la collectivité fait son boulot, ça peut fonctionner. Donc je pense que c'est plutôt par là qu'on peut passer et que c'est cette transition-là qui va permettre d'avoir durablement des biens à prix accessible, notamment le BRS. Alors Antoine, sur la question des espaces partagés, de la mobilité, alors sur la mobilité, bien sûr, on va pouvoir faire du partage, d'autopartage, etc. C'est des solutions, c'est important de les mettre en place. Les espaces partagés, certains ils aiment pas. La plupart des gens, ils préféraient quand même avoir un plus grand salon, s'ils avaient le choix. Donc des fois, c'est un peu un truc aussi pour masquer le fait que, de fait, les surfaces, à typologie équivalente, de 2000 à 2022, les surfaces, ils ont perdu entre 10 et 20%. Les T2 construits aujourd'hui, ce n'est pas les T2 d'avant. Donc on rajoute des fois des espaces partagés un peu sur côte de bois. Et sur la mobilité, le grand enjeu de la démobilité et de l'impact carbone de la mobilité, c'est l'étalement urbain. D'abord, c'est qu'on crée des logements dans des endroits où les gens, le seul moyen qu'ils ont de se déplacer, c'est d'avoir 2 voitures par foyer, s'ils travaillent tous les 2. Et donc ça, pourquoi c'est fait? Parce qu'à ces endroits, le foncier n'est pas encore trop cher. Et qu'au centre de la ville, il est trop cher, il devient de plus en moins cher. Donc en fait, la vraie question, c'est d'abord comment, dans la production qu'on fait aujourd'hui, on arrive à la regrouper autour des centres d'emploi et donc des centres-villes. Et je pense que c'est quelque chose qui sera en tout cas plus structurel. Et je suis vraiment désolé, Alain, j'ai oublié votre question. C'était la question sur... Ah oui, qu'est-ce qu'on fait sans les investisseurs? Alors, comment est-ce qu'on rend rentable un investissement? Il y a 2 moyens. On augmente le rendement, ok, c'est ce qu'on fait avec la défiscalisation, ou on achète moins cher. En fait, il faut que l'investissement locatif puisse être rentable, évidemment. La difficulté, c'est de s'aligner sur le marché des actions et des obligations parce qu'en fait, on a une économie un peu dérégulée. Là, je dépasse un peu le sujet, mais en gros, on a des taux de croissance de 1%. Voilà. Et ça va rester le cas pendant les prochaines années. Et on a des attentes de rendement sur le capital qui sont de 6 ou 7%. Faites le calcul. L'économie, elle croît de 1 et il faut des rendements de 6 à 7. C'est que c'est pris quelque part. C'est mis dans des bulles spéculatives ou c'est pris sur la part travail de la valeur. Mais du coup, effectivement, il faut trouver un juste milieu. Moi, je pense que le logement social peut jouer un rôle beaucoup plus important. Il est capable, enfin, dans la loi, on peut loger 70% des Français dans le logement social. On a 20% de logements sociaux. Je suis intervenu aux 20 ans du droit au logement opposable. Le droit au logement opposable, ça a 20 ans maintenant. C'est le droit qu'on a décidé collectivement, ça a été voté, c'était sous Chirac, si je ne dis pas de bêtises. Le fameux DALO. Le DALO, que les gens peuvent assigner l'État parce qu'ils n'ont pas de logement. Il y a eu 1,5 million de reconnaissance de DALO, c'est-à-dire personnes que l'État est obligé de reloger. Et donc, tout doucement, traverse l'idée que finalement, elle est très juste, que les gens devraient avoir droit à un logement. Parce que sans logement, on ne peut pas se projeter. Et tu avais raison, Philippe, de dire que effectivement, il faut des logements et les gens qui n'ont pas de logement sont en souffrance. Donc, c'est vraiment, c'est juste, c'est important, c'est rageant. Donc, on a reconnu, en fait, que le logement était un droit. Alors, quelles sont les autres choses dont on a un droit? En France, on a le droit à l'éducation gratuite. Qui produit l'éducation? 99% des établissements d'éducation sont soit publics, soit sous contrat. Et le contrat, c'est un vrai contrat. La santé. Qui produit la santé? C'est un droit. 95% des professionnels de santé sont conventionnés Sécu ou fonctionnaires. Vous voyez? Donc il y a un droit. Dans le logement, c'est un droit qui est plus récent. Il n'a que 20 ans. Beaucoup moins longtemps que l'éducation. Ce n'est pas Jules Ferry qui a fait ça. Donc, et dans le logement, on a 20% de la production qui est socialisée. Donc à un moment, quand on ajoute en fait l'impossibilité du marché de fonctionner réellement parce que le foncier est un monopole et donc on ne peut pas le mettre en concurrence et on ne peut pas produire du foncier, on parle de non-reproductibilité du support foncier en économie,
plus la réalité des prix de l'immobilier, il faut se questionner sur la part socialisée qu'on souhaite du logement. Et quand on sait que l'État est capable de faire des prêts à 60, je ne sais plus les prêts Gaïa, c'est 60, 70, 80 ans, qu'il est quand même l'acteur qui s'endette moins cher que les entreprises, c'est un peu contre-intuitif que ce ne soit pas lui qui puisse porter ce genre de choses. Parce que c'est lui qui est le plus capable de réfléchir à long terme et de mobiliser de l'argent à long terme. On paye trop cher le prix de l'épargne privée, pardon. Alors, je vais reprendre une ou deux questions, parce qu'on est censé avoir une dédicace, mais on avait pris un peu de retard à 15h30. S'il y a une ou deux questions, je vois là-bas, il y a un peu de lumière sur la salle, s'il vous plaît. Alors, il y a une question au fond là-bas, et une question là. Il y a on prend ces deux questions-là. Et tu t'engages à répondre en 2 minutes chacune. Alors, Gilberto, et ensuite monsieur là-bas. David, rapidement, je me présente, ou pas? Non, ça va? Gilberto Pellegrino, vous avez vu ce matin sur la scène. Okay. Oui. David, tu sais très bien qu'on a aussi demandé aux promoteurs d'être producteurs de logement social dans les équilibres économiques des opérations, sous couvert d'une forme de mixité sociale dont on peut questionner la réelle efficacité, puisque tu sais très bien que les classes moyennes, pendant longtemps, n'ont pas participé à ce processus, ce qui a aussi contribué à l'étalement urbain. Mais en tout cas, dans l'équation économique, on sait très bien que c'est l'accession ou les investisseurs qui ont en grande partie financé l'écart avec le logement social en cas du rachat du logement social. Donc, est-ce que, selon toi, c'est une logique qui doit perdurer? A-t-elle eu une réelle efficacité sociale, sociétale? Voilà, la question est ouverte. On va prendre la deuxième question et ensuite tu répondras aux deux. Il y a le micro, c'est moi. Ah ben non, pardon, je croyais qu'il y avait un monsieur qui était là-bas déjà. Alors, moi, je vais bien prendre 3 questions, mais on va être, je vois juste avec les organisateurs. Si on sort à 45, c'est bon? Non, mais on va vous donner un micro, monsieur. On va vous donner un micro, il n'y a pas de souci. Il y a un micro. Il y avait 2 micros dans la salle. Si vous voulez bien de ma question quand même. Voilà, oui, on pose la tienne et puis on posera ensuite là-bas. Voilà, rapidement. C'est une question pour David. Oui. Je sais bien que c'est pas pour moi. Merci pour l'analyse sur la spéculation sur le foncier. On voit bien que ça part de là. Mais je trouverais ça très intéressant de faire la même réflexion que vous faites, qui sont très intéressantes, mais face à la réalité climatique devant nous. Parce qu'il se trouve qu'aujourd'hui, là où il y a le plus de spéculation foncière, figurez-vous, c'est là où il y a le plus de risques concentrés. Les villes où le foncier est le plus cher, c'est les villes qui vont le plus souffrir des aléas dont on a parlé ce matin. Et comme vous disiez fort justement qu'on ne va pas obliger les gens à habiter où ils ne veulent pas, et si vous regardez le dernier sondage de Doxa de septembre dernier, 30% des Français, dont 90% se disent conscients des risques climatiques et 75% ayant déjà subi dans leur corps, dans leur chair, ces aléas. Question rapide. 30% disent qu'ils sont prêts à changer de ville pour ces raisons. C'était en septembre, hein, c'était avant la canicule. Et 20% de région. Voilà. Donc le raisonnement de votre livre, il est parfait, mais moi j'aimerais bien le voir en projection prospective, parce que là où c'est cher, bientôt ça sera plus cher. Merci. Et la troisième question au fond, monsieur? Non, moi j'ai qu'une question. Jean Delaveau, le fondateur du SINA. Nous avons créé le SINA pour créer une collaboration entre les pouvoirs publics, les collectivités territoriales et le monde de l'immobilier. Je voudrais savoir, si je vous comprends bien, vous allez donner à l'État, parce qu'il faut qu'on soit clair, les sociétés d'HLM fonctionnent avec le support de l'État, de la Caisse des dépôts, etc. C'est-à-dire avec les fonds de la Caisse d'épargne, etc., les fonds des épargnants. Mais vous voulez donner à nouveau à l'État un rôle supplémentaire. Je pense que l'État a autre chose à faire qu'à s'occuper de loger l'intégralité des Français de ce pays. Il y a des classes moyennes et je crois que le rôle des promoteurs est essentiel. J'ai connu la maison familiale de Cambrai, qui était une société qui ne fonctionnait que sous des coopératives, où les gens souscrivaient leur logement. Je ne sais pas ce qu'est devenu la maison familiale de Cambrai. C'est-à-dire que je trouve que votre théorie est
royal, mais je ne pense pas que dans ce pays, où il existe sans doute des marchés, parce qu'il faut que vous vous rendiez compte que des petits prennent et investissent dans des logements locatifs où ils ne logent pas les plus riches et où ce sont des gens qui ont acheté à des prix raisonnables pour loger pendant quelques années des gens qui n'ont pas de grands moyens. Et ces gens qui ont investi sont des gens qui espèrent avoir en plus de leur modeste retraite, parce que l'État ne peut pas leur en donner plus, d'avoir un logement pour peut-être avoir, comme moi, à 90 ans, un revenu supplémentaire ou une assurance pour rentrer dans l'EHPAD que l'État n'est pas capable de leur financer. Alors votre projet, il est sans doute royal, mais vous demandez à l'État trop de choses et il est déjà bien à faire s'il s'occupait de ne pas nous endetter complètement. On a intégré la question. Merci Jean pour cette question. Alors maintenant, je propose... Non, on s'arrête sur les questions parce qu'on ne pourra pas faire la dédicace en fait. Tout simplement, on a déjà un quart d'heure de retard. Donc ce que je vais demander à David, c'est d'essayer, challenge très difficile, de répondre en 1 minute à chaque question, si tu peux. Ah oui, mais c'est juste que si on veut, je suis désolée, on essaye de combler tout le monde. On a une dédicace qui est de 15h30 à 16h30 qu'on va décaler de 15h45 à 16h15. Toute personne qui veut poser une question à David sort de la salle, sans lui acheter un bouquin, peut quand même lui poser une question. Voilà, il n'y a pas de problème. À toutes les questions. Il répondra à toutes les questions, c'est juste que dans le timing de la salle, on va répondre pour l'instant à ces 3 questions-là du plus vite que tu peux. Merci à tous. Mais du coup, je vais être obligé d'être un peu expéditif. Sur la question de les promoteurs financent le logement social, franchement, il y a tous les points de vue là-dessus. Les promoteurs étaient aussi très contents de se voir racheter en bloc les opérations plantées par le logement social. Par ailleurs, si on reprend l'analyse que je fais, ils n'avaient pas le choix, hein, c'était ça ou planter. Donc effectivement, les organismes ont utilisé leur pouvoir de négociation. Mais ça, c'est le marché libre. Hein. Désolé. Mais du coup, sur la... S'il vous plaît, on laisse répondre. On laisse répondre. Non, j'aimerais qu'on laisse répondre. J'aimerais qu'on laisse répondre, vous réagirez après. Chacun son temps. Vas-y, David. C'est normal qu'il y ait un peu de désaccord, monsieur. Mais en tout cas, moi, suivant les bilans que j'ai observés, c'était plus ou moins le cas. Et moi, je connais en tout cas beaucoup d'acteurs qui disent que parfois, ça a été, je connais même des promoteurs qui vivent uniquement de la VFA HLM aujourd'hui, des petits promoteurs. Donc, en tout cas, si on reprend la logique du compte à rebours, quand le PLU vous oblige à mettre du HLM et que vous avez une règle sur le montant de VFA HLM, en fait, vous êtes tous logés à la même enseigne, les promoteurs. Donc, vous allez quelque part, et ça, souvent, ça ne les dérange pas tant que ça avant l'acquisition du terrain, parce que, en fait, toute personne va être obligée de mettre la même part de logement social. C'est comme quand vous augmentez les coûts de construction, si c'est pareil pour tout le monde, la concurrence, elle est juste. Sur la deuxième, et oui, il faut du logement social, évidemment. Alors, est-ce qu'il faut de la mixité dans une opération ? Pas forcément. Est-ce que les bailleurs sociaux devraient construire plus eux-mêmes ? Oui, évidemment. Sur la question de monsieur, sur les villes sont chères là où il y a plus de risques. Alors déjà, méfiez-vous des sondages et surtout des déclarations de déménagement. Les gens, ils vont là où il y a du boulot. Et ils vont là où il y a du boulot de plus en plus pour eux et leurs conjoints ou conjointes. Et donc oui, on peut rêver en période de canicule d'aller dans la maison familiale initiale, dans le Lot, etc. Mais même là, il va quand même falloir avoir un revenu. Et donc la réalité de la pression foncière, et il y a eu des études là-dessus, hein, c'est qu'entre la déclaration et la réalité des transactions, il y a un grand pas. Après, effectivement, sur la question des risques, alors ça dépasse un peu ma compétence. Moi, j'ai une approche, mais ce qui est... Donc sur cette question des risques, effectivement, il y a un travail à faire pour que les gens n'aillent pas plus dans des zones risquées. Après, là où ils vont, c'est les grands centres économiques du pays. Et même si Paris, par exemple, est une zone qui a des risques d'inondation, soyez assurés que c'est les départements en amont qui vont avoir l'inondation. C'est certain. Donc je ne sais même pas si ce risque, dans la réalité du monde actuel qu'on vit, qui n'est pas forcément, sera si avéré dans ces zones-là. Être proche du pouvoir économique, c'est jamais trop une mauvaise chose. Donc, dernière question. Et alors, Jean, dont j'ai oublié le nom, moi je pense que c'est le rôle de l'État, et je pense même que c'est une loi qui a dit que c'est le rôle de l'État de loger les personnes. Il peut trouver plein de moyens de le faire. Si on avait un marché, s'il n'y avait pas de crise de la promotion immobilière, si vous arriviez à servir encore le 6e décile,
Moi, je ne serais pas là, j'aurais même pas écrit le livre. Si le marché libre était en capacité de le faire, tant mieux. Mais en fait, il n'y a pas de réponse idéologique à ça. Si le marché est capable de le faire, très bien. Généralement, il est plus innovant, moins cher, il apporte un peu... Voilà. Mais là, on a quand même des raisons économiques, et notamment cet élément foncier, qui fait que même en théorie économique, et encore une fois, je vous parle d'Adam Smith, enfin, je vous parle de gens qui ne sont pas des communistes. Hein. En théorie économique, c'est normal qu'il y ait de la spéculation si le foncier est limité. Et sauf à envahir d'autres pays, on ne peut pas avoir de nouveaux fonciers. Donc là-dessus, moi, mon idée, c'est pas qu'il y ait du libre dans le libre, oui, mais sans subvention. Il y a effectivement, alors on a toujours les images des gens, et c'est assez remarquable ce que vous dites, parce que, alors sur les propriétaires, regardez les statistiques des multipropriétaires. Je veux dire, statistiquement et sociologiquement, la personne qui a un logement locatif pour payer sa retraite, c'est la minorité des logements. La majorité des logements appartient à des gens qui ont plus de 5 ou 6 logements, majorité des logements locatifs. Donc là, on ne parle plus de la même chose. Et quand vous dites, et vous avez raison parce que c'est la promesse qui vous a été faite à tous les Français, c'est vous allez vous enrichir par l'immobilier, vous serez propriétaire avant la retraite, idéalement vous aurez acheté un autre bien qui vous donne de la location si vous êtes sur un parcours ascendant, que vous êtes dans la moitié haute des tranches de revenus, et vous allez pouvoir comme ça combiner votre retraite. Mais c'est justement le problème. On ne peut pas à la fois rendre accessible aux jeunes professionnels, aux gens, aux chômeurs, aux infirmières, aux enseignants, enfin c'est ces gens-là qui n'arrivent pas à se loger aujourd'hui, en même temps leur rendre accessible et d'une autre façon de permettre à des gens de s'enrichir. En fait, c'est le chat de Schrödinger, on ne peut pas être à la fois blanc et noir. On ne peut pas à la fois vouloir rendre le logement moins cher et vouloir rendre le logement plus cher. À la fin, c'est le même logement. Et donc c'est là où en fait il y a un paradoxe, mais il est dur à déconstruire, il est dur à entendre, mais finalement je crois que c'est assez logique de se dire si vous faites une politique pour enrichir les classes moyennes, eh ben, le bien qui enrichit les classes moyennes va devenir plus cher. Voilà. Aujourd'hui, vu les prix, les loyers, et encore les loyers ça va, ça évolue avec l'inflation. Mais vu les prix d'acquisition et qui bloquent toute la chaîne, qui font que les gens ne sortent plus de la location, qui ne sortent plus du HLM parce qu'ils sont incapables d'acheter. Avant, dans les années 90, les gens ils sortaient du HLM pour de l'accession. Ce flux, il n'existe plus et il explique une partie de la file d'attente. Donc en fait, la machine est enrayée à plusieurs moments. À un moment, le problème, c'est que le basculement à faire, il est quand même assez fondamental. Merci David. J'engage Madame Jean à aller reposer des questions à David à l'extérieur sans aucun problème, mais pour aujourd'hui là, ça va être terminé. Donc merci beaucoup. Donc je vous invite à faire une nouvelle pause à l'extérieur si vous voulez, et à participer si vous avez besoin à la séance de dédicace qui vous est proposée devant l'auditorium avec David justement, Michel Lusso, Ariela Masbounji, Laurent Rosset et moi-même. On se retrouve dans une demi-heure, soit à 16h15, dans cette même salle, pour ceux qui ont choisi la conférence avec l'ESS sur l'immobilier autrement. Merci.